Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22h de Public Sénat. Voici les titres. Privé de vacances à l'étranger, puni après les voyages polémiques de Michèle Alliot-Marie en Tunisie et de François Fillon en Égypte, les membres du gouvernement sont dorénavant priés de choisir leur lieu de villégiature dans l'Hexagone. Les dérogations seront soumises à validation en haut lieu. Pierre Moscovici y voit un signe suffisamment fort pour se sacrifier et pour retirer sa candidature aux primaires socialistes. Anne Sinclair lâche dans le journal Le Point qu'elle ne souhaite pas que son mari Dominique Strauss-Kahn effectue un deuxième mandat à la tête du FMI. Soirée spéciale ce soir sur Public Sénat. Nous vous emmenons au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France où parmi les quelques 800 invités sont réunies de très nombreuses personnalités politiques, à commencer par Nicolas Sarkozy. Et justement, le chef de l'État est arrivé un peu avant 21h ce soir au pavillon d'honneur d'Arménonville. Le chef de l'État est l'invité d'honneur de ce dîner annuel du CRIF, événement politique inscrit depuis de très nombreuses années dans l'agenda. 25 ministres sont également présents, ainsi que des responsables socialistes ou encore de hauts dignitaires religieux. Le président de la République a profité de l'occasion pour évoquer l'amitié franco-israélienne. Les vrais amis d'Israël doivent convaincre Israël que la meilleure des sécurités pour elle, c'est l'existence d'un État palestinien moderne, démocratique, en paix et viable. Nous tous, qui pour des raisons différentes, sommes attachés à Israël. Et en ce qui me concerne, c'est toute ma vie politique où j'ai affirmé cette amitié. Israël et sa sécurité sont pour la France innégociables. Mais dans le même temps, la France dit aux dirigeants d'Israël, vous devez négocier pour construire la paix. Un discours que vous entendrez dans son intégralité à la fin de ce journal. Et nous retournerons au dîner annuel du CRIF retrouver Sonia Mabrouk et ses invités. J'ai respecté strictement toutes les règles. C'est ainsi que François Fillon s'est justifié tout à l'heure à l'Assemblée nationale de ses vacances en Égypte aux frais du régime Moubarak, à la veille d'une émission Reconquête de l'opinion publique où il doit répondre sur TF1 aux questions des Français. Nicolas Sarkozy tente d'éteindre le feu. Dorénavant, les membres du gouvernement devront prendre leurs vacances en France. Toute dérogation sera soumise à l'autorisation préalable du Premier ministre ou de l'Élysée. Claire de Buzer. Des députés debout dans l'hémicycle cet après-midi pour soutenir François Fillon. Secoué par la polémique sur son voyage en Égypte, le Premier ministre s'est défendu. J'ai respecté strictement toutes les règles qui s'attachent au déplacement privé à l'étranger du Premier ministre comme du Président de la République. Quelques voix à gauche ont bien tenté de calmer le jeu, comme Robert Badinter ou encore Jean-Pierre Chevènement. Mais devant l'ampleur des réactions, Nicolas Sarkozy a tout de même rappelé à l'ordre son gouvernement ce matin. Désormais, les invitations à l'étranger devront être autorisées par le Premier ministre, en accord avec la cellule diplomatique de l'Élysée. Mais j'espère que ça s'appliquera aussi au président de la République. Parce qu'entre Noël et le jour de l'an, il était au Maroc, accueilli à titre privé par le souverain du Maroc. Le gouvernement a également annoncé qu'il présenterait très bientôt un projet de loi sur les conflits d'intérêts, une mesure accueillie avec scepticisme à gauche. Je suis d'accord pour légiférer sur les conflits d'intérêts, c'est une bonne idée. On a l'impression que ça vient bien tard et que c'est comme une excuse. Demain soir, Nicolas Sarkozy s'exprimera à la télévision et tentera de reprendre la main pour faire oublier ces polémiques. Et en Égypte, justement, où François Fillon a passé ses vacances, les anti-Moubarak ne lâchent rien. Au 16e jour de révolte et au lendemain d'une manifestation monstre, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui dans différentes villes. À Port Saïd, certains ont saccagé un bâtiment officiel, tandis que le nouveau ministre de la Culture a démissionné ce soir. Le point sur la situation avec Sandra Cerquera. 16 jours de révolte, les manifestants continuent de défier Hosni Moubarak. Ils ont encerclé aujourd'hui le Parlement et le siège du gouvernement. Dans le sud, les manifestations ont fait une centaine de blessés et 5 morts. La police a tiré à balles réelles sur les manifestants. À la contestation politique se sont ajoutées pour la première fois les grèves.
Au même moment, les frères musulmans, principale force d'opposition, ont réaffirmé qu'ils ne veulent pas du pouvoir. Les gens dans la rue, dans tout le pays, les gens sur la place Tahrir continuent de protester avec une grande volonté. Ils expriment des demandes. Le président devrait se retirer. Il doit quitter son poste. Lui et son régime ont déjà échoué. En cas de plongée dans le chaos, le gouvernement fera appel à l'armée pour reprendre les choses en main. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Quelques instants plus tard, le ministre de la Culture annonce sa démission. Les raisons de son départ, présentées au Premier ministre, n'ont pas encore été rendues publiques. Les États-Unis appellent l'armée égyptienne à continuer à faire preuve de retenue et demandent plus de réformes. Et en Tunisie, le président par intérim annonce des négociations sociales à l'échelle nationale. Fouad Mebaza a dorénavant les mains libres puisque le Parlement vient de voter à l'unanimité une disposition qui le saborde et qui autorise l'exécutif à décider sans le législatif. En France, c'est une petite phrase qui a agité le landerneau politique toute la journée. Anne Sinclair, l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, confie au Point, dans un article à paraître demain, qu'elle ne souhaite pas que son mari fasse un second mandat à la tête du FMI. Certains, comme le député Pierre Moscovici, y ont vu un signe fort en direction d'une candidature DSK. Flora Sauvage. Il ne peut pas parler, mais elle n'est pas tenue au même devoir de réserve. Anne Sinclair, l'épouse de Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, affirme dans Le Point à paraître demain « Pour ce qui me concerne, je ne souhaite pas qu'il fasse un second mandat à la tête du Fonds monétaire international ». Une petite phrase interprétée comme un signe fort vers une candidature à la présidentielle par ses partisans au Sénat. La crédibilité de sa candidature apparaît chaque jour un peu plus. C'est un élément supplémentaire dont il ne veut pas aujourd'hui, je crois, tirer les conclusions qui ne méritent pas de l'être. S'il surfe toujours dans les sondages, malgré un léger recul, Dominique Strauss-Kahn reste en tête du baromètre des personnalités politiques. Cela montre qu'il y a aujourd'hui impatience et attente à l'égard de Dominique Strauss-Kahn, incontestablement. Espoir sûrement pour une grande majorité des gens de gauche dans cette attente. Et puis peut-être impatience à ce qu'il y ait enfin un candidat ou des candidats, enfin que la situation s'éclaircisse. Voilà. Au PS, on commence à s'impatienter. Mais ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui ont vraiment l'intention de se présenter à l'élection présidentielle le disent vite, même si nous avons des primaires. L'actuel mandat du président du FMI s'achève en novembre 2012. Selon le calendrier du parti, des primaires pour choisir un candidat à la présidentielle se tiendront à l'automne. La clôture des candidatures pour les primaires aura lieu le 13 juillet. Dominique Strauss-Kahn pourrait se déclarer candidat au printemps. Moi, je m'exprime par moi-même, a réagi François Hollande, tandis que Martine Aubry, elle a refusé de commenter cette phrase d'Anne Sinclair. La première secrétaire du Parti socialiste était en voyage au Sénégal où elle a exhorté l'Europe à changer de regard sur l'Afrique. De son côté, Jean-Luc Mélenchon trouve agaçant d'être envahi par un absent. Et par ailleurs, Adzi Hamadi sur publicsena.fr exprime son exaspération. La présidentielle, ce n'est pas le tiercé, affirme ce proche de Benoît Hamon. Nous sommes là à échafauder un pseudo-scénario en fonction des soupirs des uns et des chuchotements des autres. C'est un mouvement de colère sans précédent à la veille d'une grande journée de mobilisation. Demain, la quasi-totalité des tribunaux a décidé de renvoyer les audiences non urgentes. D'après un sondage BVA pour 20 minutes à paraître demain, 65% des Français soutiennent ce ras-le-bol des magistrats qui ont été mis en cause par le chef de l'État dans l'affaire du meurtre de Laetitia par un récidiviste. C'est la plus forte augmentation depuis juin 2009. Le nombre de tués sur les routes a bondi de 21% au mois de janvier par rapport à l'année dernière. Certains y ont vu l'effet de l'amendement voté le 10 septembre dernier par le Sénat et qui prévoit un assouplissement du permis à points. Aurélien Romano. 320 morts en janvier sur la route, plus 21% par rapport à janvier 2010. La violence routière reprend et elle est directement corrélée à l'assouplissement du permis à points, d'après les associations. Ces parlementaires qui ont pris cette initiative, d'une part ont pris une initiative qui allait dans le mauvais sens et d'autre part en ont tiré gloire. Le summum a été atteint par ce député qui a dit cessez d'emmerder les Français. Le bon mot revient à Jacques Millard qui critiquait là le point perdu pour un excès de 2 km/h. Argument repris au Sénat où on réfute le lien entre amendement et nombre de morts. Cet amendement a été déposé au mois de septembre et si je prends les chiffres, je me suis fait communiquer les chiffres d'octobre, novembre et décembre, les 3 mois sont en baisse par rapport à l'année dernière.
Donc si vous voulez, il n'y a pas de cause à effet, je crois qu'il faut être très clair dessus. Les parlementaires ont ramené de 1 an à 6 mois le délai pour récupérer ce point et de 3 à 2 ans le délai pour récupérer tous les points. La mesure n'est pas électoraliste, mais de bon sens pour cet élu qui assure que la prochaine étape est un durcissement des mesures pour les gros excès de vitesse, l'alcoolisme et la drogue au volant. En attendant, l'objectif de Nicolas Sarkozy de faire tomber le nombre de morts annuels à 3000 en 2012 est loin d'être atteint. Voilà, comme premier, on retourne au dîner annuel du CRIF, retrouver Sonia Mabrouk. Sonia, est-ce que ce sont les vacances des membres du gouvernement qui sont sur toutes les lèvres ce soir ou plutôt la petite phrase d'Anne Sinclair sur une candidature DSK ? On parle de tout ici, Caroline. Bonsoir au dîner annuel, à la soirée annuelle du CRIF. Elle intervient cette soirée dans un contexte d'abord particulier. C'est un contexte international et géopolitique qui est marqué par la donne qui est bouleversée d'abord au Maghreb, bien sûr avec la Tunisie, mais aussi au Moyen-Orient, où vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien les manifestations en Égypte se poursuivent et quelle que soit leur issue, eh bien on sent bien que cela a modifié l'équilibre dans cette région et puis les relations, le rapport avec Israël dont il a été beaucoup question ici ce soir, puisque l'un des piliers, vous le savez, de l'action du CRIF, eh bien c'est l'attachement de la communauté juive à Israël. Et bien sûr, comme chaque année, eh bien, il est aussi beaucoup question des différentes religions dans leur place dans cette république laïque. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure à notre micro, il y a de nombreux responsables de grandes instances religieuses. Et puis le CRIF, ce dîner du CRIF, cette soirée annuelle, c'est aussi et avant tout une grande manifestation politique. Invité d'honneur, vous l'avez dit, c'est le président de la République Nicolas Sarkozy ce soir, dont on écoutera tout à l'heure le discours en intégralité. Nicolas Sarkozy qui est venu accompagner eh bien, de la quasi-totalité de son gouvernement, plus de vingtaine de ministres qui sont ici présents et toutes ces participations politiques, eh bien, elles ont dopé l'événement. Il y a près d'1 millier de personnes qui sont présentes ici ce soir à ce dîner. Et puis, eh bien, la présence du président de la République, c'est un signe important, nous disent la plupart des invités. On se souvient qu'en 2009 et en 2010, il était passé, oui, mais sans faire de discours. Il était simplement passé au cocktail. Et cette année, sa venue, elle marque eh bien l'attachement réciproque entre le CRIF et lui. C'est un attachement qui date depuis un certain temps. Lorsqu'il était déjà ministre de l'Intérieur, il avait marqué eh bien son attachement, sa proximité avec le CRIF dans son combat pour la répression des actes antisémites. Et je vous propose donc, avant d'écouter en intégralité le discours de Nicolas Sarkozy, un petit florilège de réactions, d'interviews récoltées ici avec des responsables politiques de droite et de gauche. Et puis, vous allez le voir aussi, des responsables religieux. On va écouter tout de suite d'ailleurs le grand rabbin de France, c'est Gilles Bernam, qui va évoquer eh bien, le besoin de tolérance. On l'écoute. Je préfère le terme de respect à celui de tolérance. La tolérance, c'est parfois une manière de ne pas affirmer son autorité et c'est parfois faire preuve de lâcheté. Par contre, le respect d'autrui exige 2 choses. Un sens des principes, une identité bien enracinée et aussi une connaissance de l'identité de l'autre, des autres. Et connaître les autres, ça prend du temps, ça demande des efforts et les résultats ne se font pas tout de suite sentir et c'est cela que nous attendons de nos dirigeants politiques. Gilles Bernam, le contexte international est très chargé. En Égypte et en Tunisie, des manifestations historiques réclament plus de liberté et puis de démocratie. Quel regard vous avez porté sur ces mouvements populaires inédits dans ces pays ? Un regard fait de 2 espérances. La première, et vous le comprendrez aisément, et particulièrement pour ce qui concerne l'Égypte, mais aussi pour ce qui concerne la Tunisie à un tout autre niveau, c'est qu'en Tunisie, les Juifs, en Égypte, Israël, qui est un voisin, ne soient pas perdants. C'est-à-dire que l'accord de paix ne soit pas rompu ultérieurement, l'accord de paix avec Israël, et que les Juifs de Tunisie ne souffrent pas du régime suivant qui pourrait être à leur encontre défavorable. Ceci étant, mon souhait le plus cher est que d'un côté, et c'est la première espérance, ni la communauté juive ni Israël ne soient victimes de ces changements de régime, mais aussi et surtout qu'il y ait une véritable démocratie qui honore et le citoyen et l'idée que l'on se fait de l'être humain.
bien, on a du mal à comprendre pourquoi Israël pourrait être perdante face à des démocraties naissantes. C'est ce qu'elle peut souhaiter de mieux au monde arabe. Face à une démocratie naissante, je crois qu'Israël n'a rien à craindre. Encore faut-il que la démocratie naissante, en Égypte par exemple, ne soit pas confisquée au profit de forces politiques beaucoup plus structurées. Nous savons que pour qu'un régime démocratique succède au régime précédent, il faut qu'il y ait des alternatives, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des structures, des mouvements politiques qui suivent, qu'il y ait aussi une intelligentsia qui puisse se nourrir de sa pensée. Les forces démocratiques, vous l'avez compris, tous mes espoirs vont aussi dans ce sens, dans le respect du voisin Israël. Et à notre micro également à venir, eh bien, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a évoqué la responsabilité et puis le rôle des différentes religions en France, dans cette société laïque. Il nous rappelle aussi qu'il vient chaque année et il nous explique pourquoi il est venu en particulier cette année. On l'écoute. D'abord, j'étais invité, j'avais envie de rencontrer le Conseil représentatif des institutions juives. J'ai des relations régulières avec le CRIF, comme je l'ai avec l'ensemble des communautés de notre pays, et notamment en ce qui me concerne autour du thème de la laïcité. Et les différentes religions sont représentées ici ce soir, dans une république laïque. Est-ce que vous pensez qu'il faut un débat sur la place des religions aujourd'hui en France et peut-être pour 2012 ? Vous savez, je crois que la loi de 1905 à elle seule se suffit. Elle a rappelé à chacun la liberté d'exercer son culte, à chacun aussi que les lois de la République sont, j'allais dire, les lois que nous devons partager. Et je crois que les choses sont très claires. Je l'avais rappelé dans mes vœux d'ailleurs, il y a quelque temps. Et c'est pour moi vraiment un des socles de la République. Une dernière question, Gérard Larcher, sur l'actualité. Vous êtes un fin connaisseur de l'Égypte. Aujourd'hui, les manifestations continuent sur la place Tahrir et pourtant, Hosni Moubarak tient bon. Est-ce qu'il doit rester jusqu'à la fin de son mandat, selon vous ? Ce n'est pas à moi d'interpréter ce que je sens, pour reprendre une formule que me disait le Premier ministre palestinien la semaine dernière, me disait c'est sans doute le printemps des citoyens. Eh bien, moi, je me réjouis du printemps des citoyens. Et autre invité ce soir de cette soirée annuelle du CRIF, c'est le socialiste Bertrand Delanoë, maire de Paris. Il n'y a pas beaucoup de socialistes ce soir. La plupart sont allés accompagner Martine Aubry, la première secrétaire du parti, qui est au Sénégal pour le Forum social mondial. Bertrand Delanoë, lui, était présent ce soir avec d'autres socialistes, comme François Lamy ou encore François Hollande, que l'on entendra tout à l'heure. Bertrand Delanoë qui vient aussi chaque année et qui nous le rappelle à notre micro. On l'écoute. D'abord, je viens effectivement chaque année parce que c'est un moment de solidarité avec une composante du peuple français, les Juifs, et que c'est en même temps extrêmement ouvert pour tous les autres. C'est un lieu où on défend des valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie, et on se réjouit de mélanger les cultures, les origines, les religions. Et je crois qu'en ce moment, il y en a particulièrement besoin. Il y a les peuples de la Méditerranée qui reconquièrent leur liberté, la démocratie, les droits de l'homme. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les gens civilisés. Et que civiliser, ça veut dire être dans le partage des cultures, le partage de tous les apports qu'il peut y avoir dans une société. Dernière question d'actualité, M. Delanoë, vous avez vu en Tunisie, en Égypte, des manifestations historiques réclament plus de liberté, de démocratie. Quel regard vous portez sur ces rues arabes aujourd'hui ? Évidemment, c'est la Tunisie que je connais le mieux. Mais il y a beaucoup de points communs, c'est-à-dire que des peuples qui n'ont pas eu accès à la liberté, au pluralisme, aux droits de l'homme, demandent aujourd'hui à bénéficier de ces valeurs universelles. Ceux qui avaient pensé que ces valeurs n'étaient réservées qu'à quelques peuples se sont trompés. Tous les peuples du monde ont envie de vivre libre, d'avoir la liberté d'expression et de choisir leurs dirigeants. Dernière question, on a reproché au gouvernement actuel sa proximité avec certains dirigeants. Est-ce que les socialistes sont à l'abri, tranquilles ? Moi, je sais pour moi. On peut discuter avec tout le monde, et moi je discutais avec les autorités tunisiennes, mais je discutais aussi avec la Ligue des droits de l'homme, les femmes démocrates, et surtout je défendais les mêmes convictions avec tous. C'est-à-dire que quand j'ai eu des problèmes parfois assez toniques avec les autorités tunisiennes, c'est parce qu'effectivement, je défendais les droits de l'homme et des fois,
ça leur a pas plu. Donc je pense que la responsabilité, c'est en toutes circonstances de défendre des convictions et de ne pas, être dans l'hypocrisie. Mais on peut être respectueux, avoir des relations avec les États, à condition de défendre notamment les valeurs de la France, qui sont liberté, égalité, fraternité. Voilà, vous le voyez, de très nombreux responsables politiques présents ici, avec des responsables de droite comme de gauche, beaucoup plus de membres du gouvernement que de responsables socialistes, mais il y en a quand même beaucoup qui représentent le PS ce soir. Il y a aussi les plus hautes instances religieuses qui sont représentées, et en particulier celle des musulmans de France. On va écouter Dalil Boubaker, c'est le recteur de la mosquée de Paris. On l'écoute tout de suite. Eh bien, écoutez, c'est une tradition de participer à une fête communautaire et qui nous touche et à laquelle nous avons pris véritablement une traditionnelle habitude de venir chaque année. C'est donc une retrouvaille avec les amis, avec tout ce qui nous touche en tant que citoyens français désireux de vivre tous ensemble, sans distinction. Et dans le cadre des religieux, nous avons beaucoup de, de convergence dans la tolérance, dans l'esprit citoyen, dans la laïcité et même dans l'histoire de ces religions de la France. Le discours du CRIF, il est souvent un discours de mise en garde par rapport à la montée de l'antisémitisme, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous pensez que ce discours n'est pas trop alarmiste parfois ? Écoutez, il y a eu des faits tout de même dans le passé, il y a eu des périodes où l'inquiétude était légitime. J'ai partagé souvent cette inquiétude, je me suis souvent exprimé disant que chacun a droit à sa liberté, a droit à sa religion, a droit à vivre en paix dans le pays de France, qui est un pays de liberté, et que nos frères juifs qui ont malheureusement dans l'histoire eu beaucoup à souffrir puissent de temps en temps manifester une certaine inquiétude, je pense qu'elle est partagée. Et autre invité de marque ce soir, c'est aussi un habitué de cette soirée annuelle du CRIF, eh bien c'est le socialiste François Hollande qui a évoqué à notre micro les raisons de sa présence et qui a réagi à cette information de ce matin, parce qu'ici on évoque évidemment tous les sujets d'actualité. Il a parlé de cette information concernant Anne Sinclair qui souhaite que son mari ne fasse pas un second mandat à la tête du FMI, ce qui le rapproche évidemment de la candidature des primaires socialistes. Il a jugé que c'était un non-événement, que c'était pas une nouvelle. On écoute la réaction de François Hollande. La présence des socialistes est normale, naturelle. Et j'y suis venu tant d'années comme premier secrétaire. J'y reviens aujourd'hui comme responsable pour un autre niveau. Mais en tout cas, c'est ma place d'être là pour témoigner mon amitié et ma solidarité. Une question d'actualité, Monsieur Hollande. Ce matin, Anne Sinclair se dit hostile à un second mandat. Je ne peux pas le commenter ici. Mais c'est une bonne nouvelle ? C'est même pas une nouvelle. Voilà, pour cette réaction plutôt rapide de François Hollande. Et beaucoup d'invités nous ont parlé ce soir évidemment d'une autre actualité beaucoup plus préoccupante. C'est la situation en Égypte où en ce moment même les manifestations se poursuivent sur la fameuse place Tahrir. Il y a quelques instants 4 morts en Égypte. C'est le cardinal, c'est Monseigneur André 23, cardinal archevêque de Paris, qui nous en parle. S'il y a une libéralisation réelle du régime égyptien, on peut espérer que ça assouplira les relations entre les chrétiens, c'est-à-dire principalement les Coptes en Égypte, et les musulmans de la rue. Est-ce qu'il faut appeler les chrétiens d'Orient à rester dans ces pays-là ? On n'a pas besoin de les appeler à rester, ils ont la ferme intention de rester. Ils ont surtout besoin qu'on les soutienne et qu'on les encourage pour pouvoir rester. Alors vous venez, c'est une tradition, vous venez ici chaque année au dîner du CRIF. Votre présence ce soir, qu'est-ce qu'elle représente dans ce contexte un petit peu particulier et agité ? C'est tout simplement des relations habituelles que j'ai avec les
représentants de la communauté juive en France, que ce soit le rabbinat, le consistoire ou le CRIF. Et donc c'est dans le cadre de ces relations que M. Prasquier me fait l'honneur de m'inviter. Je viens très volontiers. Dernière question, Monseigneur. On a assisté ces derniers mois à des débats agités en France sur l'expulsion de Roms, sur le durcissement de certaines lois contre l'immigration. Est-ce que vous pensez peut-être qu'une certaine partie de la population catholique peut s'éloigner du pouvoir? Ça, je ne suis pas sûr que ça soit lié à ça. Et je ne pense pas que la religion catholique soit identifiée à un vote en France depuis plusieurs dizaines d'années. Et autre invité à notre micro, c'est le ministre de la Défense, Alain Juppé. Je vous le disais, il y a ici ce soir quasiment tous les membres du gouvernement. Il y a les ministres d'État, il y a tous les secrétaires d'État qui sont venus accompagner évidemment surtout Nicolas Sarkozy. Il y en a certains qui ont fui les caméras et les micros de peur qu'on leur rappelle les affaires. C'est le cas de Michel Alliot-Marie qui a fait une entrée très rapide ici, ne répondant à aucune question. Nous avons la réaction d'Alain Juppé sur sa présence ici ce soir. On l'écoute. Bon, je connais l'importance de cette rencontre annuelle. C'est pour moi l'occasion de manifester toute mon estime et toute mon amitié à la communauté juive. On remarque qu'il y a quasiment tous les membres du gouvernement qui sont présents ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rapports particuliers, privilégiés avec le CRIF? Il y a des rapports amicaux très étroits, comme nous en avons avec d'autres institutions, bien entendu. Et j'ai ici beaucoup d'amis, je suis très heureux de les retrouver. Et avec notre invité suivant, on a évoqué une autre actualité chaude du moment, c'est la grogne des magistrats qui s'étend avec la grève des audiences non urgentes. Beaucoup de tribunaux ont voté ces grèves aujourd'hui et cela préoccupe beaucoup évidemment le garde des Sceaux, Michel Mercier, qu'on écoute. Moi j'ai l'habitude d'aller chaque année au dîner du CRIF chez moi à Lyon. Parce que je suis provincial. Maintenant, j'ai une fonction à Paris. Je trouve normal de venir à Paris. Et dans quelques jours, je serai à Lyon aussi. Quasiment. C'est une façon de dire à la communauté juive qu'elle a sa place dans la République, qu'on est ensemble et que les choses doivent fonctionner ainsi. Et on remarque quasiment tout le gouvernement, et là il y a une vingtaine de membres de gouvernement présents ici au dîner annuel du CRIF. Est-ce que ça veut dire que le CRIF a des relations privilégiées avec le pouvoir politique? Je pense que le CRIF a des relations suivies avec le gouvernement, avec les élus, et c'est tout à fait normal. Et c'est normal qu'on soit là aussi. Dernière question, Michel Mercier. Est-ce que vous vous inquiétez de la montée de la fronde des magistrats? Et puis comment on en sort, tout simplement? Écoutez, le mouvement des magistrats montre qu'il y a un malaise ancien qui est là et profond entre les élus, le pouvoir politique et les magistrats. Moi, je considère que mon rôle en tant que ministre de la Justice, c'est de faire en sorte que ce fossé se comble et qu'on puisse avoir des relations normales. La semaine prochaine, j'inviterai les organisations professionnelles et syndicales à venir me voir. Nous aurons les rapports d'inspection sur l'affaire de Pornic et on pourra discuter loyalement de tout cela. Merci beaucoup. Allez, on va finir ce florilège de réactions, d'interventions avec un responsable politique de gauche. C'est le porte-parole du Parti Socialiste, Benoît Hamon. On l'écoute. Et je réponds au nom du Parti Socialiste à l'invitation de M. Prasquier, le président du CRIF. C'est devenu un rendez-vous classique, républicain, extrêmement important, à l'occasion duquel le président du CRIF exprime à la fois les espérances mais aussi les inquiétudes de la communauté juive et des différentes institutions, associations qui aujourd'hui travaillent dans cette communauté. Et puis c'est aussi un moment d'échange sur la tolérance, l'antiracisme, la réalité de l'antisémitisme. Et ces questions-là méritent que tous les partis républicains restent vigilants. Et c'est la raison de ma présence ici. Mais vous parlez de tous les partis républicains, malheureusement ils ne sont pas tous invités ce soir puisque les communistes et les Verts n'ont pas reçu le fameux carton d'invitation. Le CRIF leur reproche leur attitude vis-à-vis d'Israël, d'encourager le boycott d'Israël. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un dîner républicain sans eux? Je pense qu'il manque, et le président du CRIF connaît notre position. Personne ne peut douter que le Parti communiste, par son histoire, la réalité de son engagement aujourd'hui, les Verts, par leur engagement, sont tout entiers mobilisés à la fois à la recherche d'une solution qui soit une solution qui permet de la création d'un État palestinien viable, mais garantisse la sécurité d'Israël pour ce qui concerne
le Proche-Orient, mais aussi engagé dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est, je l'ai déjà dit, regrettable qu'il ne soit pas invité. Et je le redis. Voilà. Dernière question d'actualité, Benoît Hamon. Il y a eu Anne Sinclair qui ce matin s'est dite hostile à un second mandat de son mari Dominique Strauss-Kahn au FMI. Est-ce que déjà il a fait un pas vers la candidature aux primaires socialistes? C'est peut-être elle qui a fait un pas, j'en sais rien. Écoutez-moi, je ne sais pas interpréter ce genre d'oracle. Et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Voilà pour ce florilège de réactions à la fois des responsables politiques de droite et de gauche. Et puis, je vous le disais, les plus hautes instances religieuses, les plus grandes religions, en tous les cas, les principales religions qui sont représentées ici ce soir. On va écouter dans un instant le discours du président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est un discours important, c'est un signe important. Je vous le disais, en 2009 et en 2010, il était passé sans faire de discours. En 2008, c'était donc son précédent discours ici au CRIF. Il était tendu. Il était tendu, bien sûr, sur le contexte international, le contexte géopolitique, avec l'attitude de la France, on a reproché à la France d'avoir été mesurée, trop prudente avec la Tunisie, et puis aussi avec l'Égypte, et puis les nombreuses polémiques, comme un fil à la patte à la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, et puis le Premier ministre François Fillon. Et puis on l'attend ici aussi pour rassurer la communauté juive de France, solidaire aussi avec les communautés juives en Tunisie, en Égypte, qui s'inquiètent aussi de la situation géopolitique, même si ici tout le monde nous dit évidemment qu'ils sont portés par l'espoir de ces démocraties naissantes et de ces rues qui demandent en Tunisie, en Égypte, plus de liberté et de démocratie. On va écouter le président de la République tout de suite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me retrouver une fois de plus parmi vous pour ce dîner annuel du CRIF, qui est devenu au fil du temps un rendez-vous républicain, où se trouvent assis à la même table les représentants de toutes les religions, de toutes les croyances et de toutes les opinions. L'esprit d'ouverture, le respect mutuel qui préside traditionnellement à ce dîner est exemplaire de la façon dont nous devrions apprendre à vivre ensemble avec nos différences. Monsieur le Président, je ne répondrai pas point par point à votre discours, si dense. Permettez-moi seulement d'y faire écho en reprenant pour commencer quelques-uns des mots que j'ai prononcés il y a 3 ans devant la Knesset sur un sujet qui me tient très à cœur. Au Moyen-Orient se mélangent et s'affrontent depuis des millénaires des peuples qui ont donné à l'humanité tout entière ce qu'il y a sans doute de plus élevé dans la pensée, de plus beau dans la religion, de plus important dans le savoir. Au Moyen-Orient, tous, dans leurs prières, parlent d'amour, de justice et de paix. Au Moyen-Orient, tous aiment la vie. Tous sont les enfants d'Abraham et tous ont la Bible en partage. Ayant bu à la même source, ayant partagé si souvent la même histoire, au Moyen-Orient, ils ont tout pour se comprendre et pour s'entendre. Et cette terre pour laquelle ils se battent avec tant de désespoir, cette terre qui les a tous vus naître, cette terre où repose leur mort, cette terre dans laquelle s'inscrit le souvenir de leur souffrance et de leur joie, qui se ressemblent tant. Cette terre dont on pressent en regardant ce qui a été accompli en Israël, ce qu'elle pourrait donner à force d'intelligence, de travail et de courage, cette terre qui pourrait devenir un paradis pour tous et grâce à laquelle la misère pourrait être vaincue si elle n'était si souvent ruinée par la guerre, si tous la travaillaient ensemble au lieu de verser sur elle le sang des innocents
Cette terre devrait unir les peuples au lieu de les opposer. Juifs, chrétiens, musulmans doivent se rappeler la parole du prophète Isaïe. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus jamais le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils, au pluriel, bâtiront des maisons. Ils, au pluriel, les habiteront. Ils planteront des vignes. Ils en mangeront les fruits. Ils ne travailleront plus en vain et ils n'auront plus des enfants pour les voir périr. L'amitié franco-israélienne est une profonde et sincère amitié. La paix pour Israël et pour la Palestine est une nécessité pour la paix du monde. Qu'il me soit permis de rajouter que les vrais amis d'Israël doivent convaincre Israël que la meilleure des sécurités pour elle, c'est l'existence d'un État palestinien moderne, démocratique, en paix et viable. Nous tous, qui pour des raisons différentes, sommes attachés à Israël. Et en ce qui me concerne, c'est toute ma vie politique où j'ai affirmé cette amitié. Israël et sa sécurité sont pour la France innégociables. Mais dans le même temps, la France dit aux dirigeants d'Israël, vous devez négocier pour construire la paix. Il n'y aura pas de sécurité pour Israël sans la paix. Et nous qui sommes des amis solides, inébranlables, nous avons ce devoir de vérité. Je tenais à vous le dire ici, au CRIF, comme je l'ai dit à la Knesset. C'est si facile de tenir un discours pour une salle, un discours pour une soirée. C'est plus difficile de bâtir pour l'avenir et de bâtir pour la vie. C'est un engagement, je vous le dis, qui est très structurant pour la France. Bien sûr, il y a les événements de Tunisie et d'Égypte. Ils en ont, ces événements, une dimension sans doute historique. Ces peuples, je veux dire le peuple tunisien et le peuple égyptien, avec une audace qui les a surpris eux-mêmes, ont dit avec force qu'ils voulaient vivre autrement. Nul n'a le droit de les condamner pour ce qu'ils ont eu le courage de dire. Ce début d'un printemps des peuples est positif parce qu'il est authentique. Les manifestants de Tunisie ou d'Égypte n'ont pas crié « à bas l'Occident ». Ils n'ont pas crié « à bas l'Amérique ». Ils n'ont pas crié « à bas Israël ». Ils n'ont pas prôné un retour vers le passé d'un âge d'or islamique mythifié. Et ces manifestants ne se sont attaqués à aucune minorité, Monsieur le Président. Je me garderai bien de conclure trop vite. Qui peut dire quelles seront les étapes à venir? Nous avons eu déjà tant de mal à distinguer les étapes récentes. Et qui peut exclure des dérives brutales ou totalitaires? Personne. Mais c'est notre devoir d'aider ces mouvements, ce qui ne veut pas dire nous ingérer, avec parfois un certain manque de dignité. C'est notre devoir, car ce sont nos valeurs dont ces peuples se réclament. Et je veux poser cette question. Pourquoi ce qui est bon pour nous leur serait interdit? Et au nom de quelle fatalité le monde arabe serait-il exclu de cette marche inexorable des peuples vers la liberté? Je disais c'est notre devoir, mais je veux dire c'est notre intérêt. C'est notre intérêt car vous l'avez dit, Monsieur le Président, les démocraties ne se font pas la guerre.
Et quelle meilleure garantie pour la sécurité d'Israël que d'avoir à ses côtés des États qui seraient devenus démocratiques et des peuples libres qui n'auraient pas à chercher ailleurs, la compensation de leur propre frustration. Vous connaissez ma conviction. La meilleure garantie de sécurité pour Israël, c'est l'existence à ses côtés d'un État palestinien démocratique, viable et souverain. Je suis convaincu qu'il est possible, qu'il est urgent de relancer le processus de paix. Je suis convaincu qu'une reprise des négociations directes serait un signal supplémentaire d'espoir pour tous les peuples de la région. Les paramètres d'un accord de paix sont connus depuis bien longtemps. Je ne sous-estime nullement les difficultés de cette négociation. Mais je vous le dis, comme je le dis aux deux camps en présence, le risque de paix est bien moins dangereux que les risques de l'immobilisme. J'affirme d'ailleurs que la paix entre les Israéliens et les Palestiniens est un problème pour chacune de nos démocraties. Parce que sur ce conflit qui n'en finit pas, se nourrit le terreau du terrorisme et de l'extrémisme, dont nous souffrons aussi. Vous le savez, je plaide également pour une reprise des discussions entre Israël et la Syrie, malgré le mur de méfiance accumulé. Je suis convaincu que cette paix-là aussi est possible. Et quelle transformation stratégique pour Israël si une normalisation accompagnait une restitution du Golan, elle conduirait à un changement radical de la situation des mouvements qui, chaque jour, depuis le Liban ou depuis Gaza, menacent Israël. Je n'oublie pas non plus notre compatriote, j'ai dit notre compatriote, car dès mon élection, j'ai dit que Gilad Shalit, je le voyais comme un Français, et que toucher à Gilad Shalit, c'était s'attaquer à la France. Il vit aujourd'hui son 1690e jour de captivité et d'isolement à Gaza. Je l'ai dit à ses parents, Noam et Aviva, jamais nous ne l'abandonnerons, jamais nous n'abandonnerons leur fils à son sort, un sort que rien, je dis bien rien, ne serait justifié. Rien. Il est un dernier point de notre politique étrangère dont je veux dire un mot ici, l'Iran. Que les choses soient claires, le monde ne peut pas accepter un Iran doté de l'arme nucléaire et de missiles dont la portée s'allonge d'année en année en violation complète de la loi internationale. Un Iran qui, il est vrai, chaque jour, alimente l'extrémisme. À travers des sanctions croissantes, il ne s'agit pas de punir le peuple iranien, mais de faire comprendre à ses dirigeants que le coût de leur politique irresponsable se fera tous les jours plus lourd pour eux et pour leur régime. Jamais je n'accepterai que des dirigeants iraniens menacent de rayer Israël de la carte. Et cette position, la France l'a affirmée à de multiples reprises. Jamais la France n'acceptera cela. Soyez certain, Monsieur le Président, que les droits d'Israël à vivre en paix et en sécurité, c'est une priorité diplomatique et stratégique pour la France. Mais je veux dire avec la même force que le conflit du Proche-Orient ne doit pas avoir d'impact sur les relations que les Français entretiennent avec d'autres Français. Nous devons donc à tous les niveaux de la société et de l'État faire œuvre de pédagogie. J'en appelle à la responsabilité de chacun individuellement et à la responsabilité de tous. Le jugement en appel des tortionnaires et des assassins d'Ilan Halimi est de ce point de vue, je le crois, exemplaire. Non seulement il a permis d'établir la terrible réalité, mais il a rappelé que dans notre pays, agresser ou tuer quelqu'un en fonction de sa religion ou de son origine était un facteur aggravant.
Il a rappelé aussi que personne ne pouvait se prévaloir d'un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres pour justifier son crime. Il a rappelé à des criminels qui ont cherché à se faire passer pour des soldats qu'ils n'étaient que des criminels du plus bas étage qui soit, parce que criminel est lâche. Des lâches qui ont préparé leur traquenard avec soin, qui n'ont pas laissé la moindre chance à leur victime, une victime qu'ils ne connaissaient même pas, mais qui était juive. Des lâches qui se sont relayés pendant des jours et des jours auprès d'un jeune homme qui ne leur avait rien fait pour lui affliger un calvaire de dément. Je suis heureux du jugement qui a été prononcé. Je suis heureux qu'il ait pu rendre à la famille d'Ilan Halimi confiance dans son pays. Et puisque j'étais ministre de l'Intérieur à l'époque où Ilan a été martyrisé, je puis vous dire que je porte comme un douloureux souvenir le fait que nous n'avons pu retrouver Ilan Halimi que quelques minutes avant sa mort. Ça restera pour moi un échec, malgré tous les moyens et toutes les forces que nous avions engagées. Bien sûr, ce travail de pédagogie ne passe pas uniquement par les seules décisions de justice. L'école doit jouer un rôle essentiel. Les enseignants font un travail important, je leur en suis reconnaissant. Les médias, et plus particulièrement ce média fédérateur qu'est la télévision, jouent un rôle essentiel, et qu'il me soit permis ici de féliciter le groupe France Télévisions pour le travail de mémoire que le service public accomplit. Cette politique mérite d'être saluée et d'être encouragée. Je connais peu de chaînes de télévision en Europe qui, comme les chaînes du groupe France Télévisions, ont diffusé à des heures de grande écoute une série documentaire comme Les Commandos de la Mort, qui a permis à des millions de téléspectateurs français de découvrir l'horreur de la Shoah par balle qui fit plus de 1,5 million de morts à l'est de l'Europe. Enfin, je crois pouvoir annoncer, en espérant ne pas trahir de secret, qu'au mois de mars prochain, France Télévisions rediffusera Shoah, le film de Claude Lanzmann, dans sa version intégrale, soit plus de 9 heures de programme. En tant que président de la République, je veux dire que je suis fier de cette télévision-là. Mais comme vous venez de le souligner à l'instant, la haine de l'autre, Monsieur le Président, trouve un terreau trop fertile dans la crise économique, sociale et morale qui secoue aujourd'hui le monde. Les boucs émissaires. Vous appelez ma vigilance, vous avez raison, mais puisqu'il en est ainsi, je voudrais conclure mon propos en disant un mot du judaïsme. Ce sont des sujets qui m'ont toujours passionné et sur lesquels j'ai des convictions. Je veux dire en tant que chef de l'État que le judaïsme a contribué à forger l'identité de la France. Et chacun d'entre vous continue à participer à cette alchimie subtile qui fait de nous des Français. Si la France a des racines chrétiennes, je l'ai rappelé, et pourquoi le nier, puisque c'est la vérité. La France a aussi des racines juives. La présence du judaïsme est attestée en France avant même que la France ne soit la France, avant même qu'elle ne soit christianisée. Il existe en France des bains rituels juifs contemporains de nos églises romanes et des synagogues aussi ornées que des chapelles baroques. Oui, le judaïsme fait partie des racines de la France. Et chaque Français, quelle que soit sa confession ou son origine, peut en être fier. Cette longue histoire, 2 fois millénaire, est bien une histoire commune, même si personne n'oublie qu'elle a été tachée, déchirée par la haine et la persécution. Il ne faut pas oublier les expulsions, les spoliations, les conversions forcées, le port de la rouelle, auquel fera sinistrement écho bien des siècles plus tard un autre morceau de tissu jaune. Je n'oublie pas que la République, qui avait émancipé les Juifs, condamna Dreyfus aux travaux forcés,
pour ensuite reconnaître et annuler cette monstrueuse injustice. Je n'oublie pas la période sombre de la collaboration, qui vit la loi mise au service d'une politique antisémite, odieuse. Je n'oublie pas que des forces de l'ordre françaises, sous l'uniforme français, se présentèrent au petit matin du 16 juillet 1942, au pied d'immeubles soigneusement sélectionnés, pour arrêter des Français, les parquer au Veldiv pendant 3 jours et 3 nuits, avant de les envoyer dans des trains français vers le camp de la mort. Je n'oublie pas ces femmes et ces enfants, arrachés au sommeil pour être projetés contre un mur de haine, par ceux-là même dont la mission aurait été de les assister et de les protéger. Je n'oublie rien de tout cela. Mais notre France n'est pas celle-là, justement parce qu'elle regarde cette histoire en face. Notre histoire de France, c'est l'histoire que nous avons construite ensemble, une histoire qui nous est commune et que personne ne peut venir nous contester. Vous contestez. Vous contestez. Car devant l'histoire de notre pays, il n'existe pas de communauté ou de minorité. Il existe une seule et même communauté de destin, une communauté qui s'est voulue, un jour de 1789, communauté nationale. Et nous appartenons tous, vous et moi, à cette histoire-là et à cette France-là. Cette France, c'est la France qui a vu en des temps très anciens, il y a plus de 15 siècles, juifs et chrétiens pleurer ensemble la mort de Saint-Hilaire, évêque d'Arles, et dont les chroniques nous disent que les chants hébreux couvraient de leurs plaintes ceux des chrétiens. C'est la France. C'est la France du Salomon de Troyes, le rabbin Raki, qui vivait en Champagne au XIe siècle et dont l'enseignement talmudique rayonna sur toute l'Europe médiévale. C'est la France de l'abbé Grégoire, montant à la tribune exiger une citoyenneté pleine et entière pour les Juifs de France. C'est la France de Zola. C'est la France des Camondo, cette lignée qui s'est éteinte pour avoir versé tout son sang pour la France et qui nous a laissé son nom et ses magnifiques collections, faisant ainsi du peuple français son seul héritier. C'est la France de Proust. C'est la France des justes, qui vit des milliers de Français de toutes conditions sauver l'honneur de la France en sauvant des innocents traqués et pourchassés par la Gestapo. C'est juste dont les petits-enfants peuvent faire désormais le pèlerinage à Yad Vashem grâce à la Fondation France-Israël et au magnifique travail de Nicole Gage. Cette France-là, cette France de Blum, de Mandel, de Cassin, de Mendès, sans doute de Robert Badinter et de l'abolition de la peine de mort, la France de Simone Veil et de la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes, cette France-là est notre bien commun, quelle que soit notre confession ou nos origines. Voilà la France que tous ceux qui vous ont précédés portaient dans leur cœur, alors même que la France semblait les abandonner. Eux savaient bien que la France ne se résumait pas à un vieux maréchal, à son gouvernement et à ses délateurs. La France qui incarnait alors leur espérance n'était pas celle de la collaboration. C'était la France de Londres, la France libre, la France de la résistance, la France du Vercors, des Glières, du Chambon-sur-Lignon. Et ce n'est pas un hasard, Monsieur le Président, si la communauté juive française est la communauté juive la plus importante d'Europe. Il y a parmi d'autres une raison à cela que tous nos compatriotes devraient savoir. Depuis bientôt 2000 ans, les Juifs participent à la vie et à l'histoire d'un pays qui est le leur. Je sais, je comprends la place particulière que l'État d'Israël occupe dans le cœur des Juifs du monde entier. Pour la France, l'existence de l'État d'Israël est une exigence de la conscience universelle. Et jamais les Juifs de France, jamais, n'auront à choisir entre leur conscience et leur patrie. Parce que la France fidèle à elle-même, est le pays de la liberté de conscience. Le pays dont toutes les valeurs s'opposent irréductiblement au racisme et à l'antisémitisme. Et pour nous, Français, la liberté religieuse n'est pas négociable. Ceux qui croient, ceux qui prient dans le respect des lois de la République,
ont le droit au respect et à la protection de la République. C'est cela la laïcité. La prière est silencieuse. La prière n'offense personne. La prière n'agresse personne. En revanche, toute atteinte contre un lieu de culte ou une sépulture doit être regardée comme une atteinte à la République et à ses valeurs fondamentales. Car c'est alors une forme de sacrilège, non plus contre une religion en particulier, mais contre toutes les religions, contre toutes les croyances et au fond, contre l'humanité. Ces attaques ne sont d'ailleurs pas réservées à la seule communauté juive. Mosquées, chapelles, cimetières catholiques ou musulmans ne sont pas épargnés par ce vandalisme religieux. Chacun en France a le droit de ne pas croire en Dieu. Personne n'a le droit de le blesser dans ce qu'il a de plus cher en violant la tombe de ses pères. Et cependant, chacun comprendra aisément que dans le cas des synagogues et des cimetières juifs, ces violences prennent un écho très particulier, car ces violences font le même bruit que celui des vitrines brisées pendant la nuit de cristal. Et comment ne pas penser à ce qui a suivi? C'est pour cette raison que la République s'est mobilisée. J'étais alors ministre de l'Intérieur et on m'indiquait que quand une synagogue brûlait, c'était un acte de vandalisme d'un lieu public. Non. Je n'ai pas accepté cette classification, cette banalisation. Car la banalisation n'est rien d'autre que la complicité. Et à cette date, nous avons, vous et nous, engagé un programme de sécurisation des bâtiments appartenant à la communauté juive. Une nouvelle convention signée en 2010 avec le ministre de l'Intérieur a permis de compléter et de terminer l'immense travail déjà accompli. Et cette détermination n'est peut-être pas étrangère à la baisse de 43% des violences antisémites en 2010, et cela après la hausse enregistrée au moment de la crise de Gaza. Alors, Monsieur le Président, concluant votre propos, vous citiez ce vieux proverbe yiddish qui dit qu'un juif est heureux comme Dieu en France. Eh bien, permettez-moi de vous dire que mon seul souhait et mon seul objectif, c'est que chacun de vous puisse tout simplement ne jamais cesser se sentir heureux et fier d'être français. La France a besoin de tous ses enfants. Ici, c'est notre pays. Ici, c'est votre place. Ici, vous contribuez à l'identité et au rayonnement de la République française. Je vous remercie. Voilà pour ce discours de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était l'invité d'honneur de cette soirée annuelle du CRIF 2011, avec ce discours qui a été reçu positivement par le CRIF et son président Richard Prasquet. Il était très attendu sur évidemment le contexte international et évidemment aussi sur la communauté juive ici en France et puis à l'étranger. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette soirée sur Public Sénat. Je vous donne rendez-vous demain à 22 h sur notre antenne, puisque après l'intervention de Nicolas Sarkozy sur TF1, nous consacrons une soirée spéciale avec de nombreux invités politiques de droite et de gauche et puis tous nos chroniqueurs pour décoder cette séquence politique. Je vous dis très bonne soirée et à demain.